Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous littéraire sur D8, Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de poursuivre ce soir cette lecture avec vous. Il s'agit d'un recueil de lettres d'amour entre Beaumarchais et Amélie Ouré de la Morinet. C'est un recueil de lettres qui ont été échangées entre 1787 et 1799 entre le vieux Beaumarchais, je dis vieux parce qu'il avait à l'époque 57 ans, et Amélie qui en avait 30. Et c'est une passion dévorante qu'ils ont vécue sur de longues années avec beaucoup de rebondissements. Tantôt, Beaumarchais s'est exilé, il est revenu, ils se sont remis ensemble. Ensuite, Amélie a carrément habité avec Beaumarchais et sa famille en tant que maîtresse, donc c'était très particulier. Et donc là, j'en suis à un moment dans la correspondance où Amélie est un petit peu révoltée parce que pour ceux qui n'ont pas suivi la première émission avec moi, les lettres précédentes ont été lues par Angèle Vivier. Et donc j'ai repris la lecture au moment où Amélie est un petit peu énervée parce qu'elle se donne à Beaumarchais et elle se livre à des plaisirs qu'elle qualifie de particuliers. Et elle a peur de passer pour une prostituée puisqu'en fait Beaumarchais aide financièrement Amélie. C'est l'objet de leur relation au départ. Amélie avait écrit une lettre à Beaumarchais pour le solliciter en tant que bienfaiteur en lui disant qu'elle ne pouvait plus payer les frais de sa mère. Et donc elle avait écrit une lettre désespérée en disant « J'ai besoin d'un bienfaiteur, j'ai besoin d'un Dieu, aidez-moi ». Sauf que bon, quand on est joli et qu'on écrit à un libertin, il se peut qu'on nous demande des petits services en échange d'argent. Ça arrive, c'est des choses qui se passent même actuellement, en 2015. Et donc elle est un petit peu en colère parce qu'elle se dit « Non mais je suis pas une prostituée. C'est pas parce que tu me donnes des sous que je dois faire tout ce que tu veux. » En gros, c'est ça. Donc je reprends la correspondance à ce moment-là où il y a une petite dispute, ça chauffe entre les deux amants. Et je vais donc reprendre cette lecture. Bonne soirée à tous. À 8h du matin, le 12 Vendémiaire, 3 octobre. Hier au soir, je te disais, viens dormir avec moi. Aujourd'hui, je te salue à mon réveil, toi qui fais ma destinée, toi que j'aimais, que j'aime d'un amour si vrai. Il n'y a point de vanité de ta part à croire à cet amour. Note de Beaumarchais. Oui, certes, il y en aurait trop. Mais il y aurait une grande sottise à en douter. Il est temps prouvé. Beaumarchais annote. Non. C'est parce qu'il est dégagé d'affection matérielle que tu n'y crois pas. S'il est dégagé de tout cela, pourquoi veux-tu entrelacer nos cuisses ? C'est cela qui n'est pas digne de toi. Aimer un homme pour coucher avec lui, voilà les amours de toutes les femmes ordinaires. Non, mais foutre en plein cœur avec lui pour lui prouver qu'on le préfère, voilà ce que j'appelle aimer. Ce n'est pas le mien. Pontois, la première passion de ma vie, et de tous les hommes celui que je désirais le moins. J'avais si peur de lui donner mauvaise opinion de moi, que j'aurais voulu n'avoir avec lui qu'une amour angélique. Note de Beaumarchais. Tu mens. La mauvaise honte seule retenait ton tempérament, lequel brûlait toujours de s'épancher entre ses bras. J'ai cru, moi, te montrer l'amour le plus passionné, en te mettant bien à ton aise sur l'estime que je te gardais. Je faisais faire toutes les folies d'une femme ardente au plaisir, et aussi bien constituée que tu l'étais. Je me disais, elle m'aimera plus quand, ayant deviné ses goûts, j'en aurais fait un véritable culte. Là-dessus, je t'ai essayé de toutes les façons possibles. Et toi, loin d'arrêter mes folies, tu les as toutes outrepassées. Puis tu me les as reprochées, en te donnant pour ma victime. Fausse femme que tu étais, lorsque j'avais cru t'enchanter, tu me gardais l'horreur de la publicité. Amélie. On pourrait dire que le cœur humain renferme deux espèces de passions, celle de l'âme et celle du corps, s'il est permis de s'exprimer ainsi.
Les premières sont sublimes. Elles élèvent l'homme au-dessus de lui-même, exaltent ses forces et lui donnent le courage de toutes les vertus. Les secondes, au contraire, le rabaissent, le dépravent, et n'en font plus qu'un homme corrompu pour qui les vices deviennent des plaisirs. Beaumarchais. Non. Tout le faux de ta pensée, c'est que les plaisirs sont des vices. Amélie. Ces passions en sous-ordre sont pourtant nécessaires à l'espèce humaine, à sa propagation. Mais la nature, qui a tout prévu et qui n'a point voulu que sa créature favorite se dégradât sans honte, Beaumarchais, c'est le comble de sa sagesse de nous avoir donné des goûts si vifs pour l'accomplissement de ses vues magnifiques. Elle a dit « Aimez-vous, foutez, et le monde sera éternel comme Dieu. » Amélie, qui a tout prévu et qui n'a point voulu que sa créature favorite se dégradât sans honte, lui a donné la vertu pour combattre ses passions brûlantes. Beaumarchais, brutal toi-même d'avilir ce que tu commandas et ne cesse d'entretenir, en prenant soin de ta beauté, pour que l'on bande en ton honneur, soit que tu t'en amuses ou non. Je trouve un Beaumarchais, il abuse un petit peu sur ce coup-là. On se fait pas belle pour que vous, hein. On se fait belle aussi pour nous. Je tiens à le dire. La vertu dans une âme vraiment sensible fait de l'amour un sentiment céleste, parce qu'elle accompagne le désir de tous les charmes de la pudeur et de la délicatesse. Beaumarchais. Si l'on te forçait d'expliquer ce que tu entends par ces mots, tu serais bien embarrassé. De quelle pudeur parles-tu? Quelle délicatesse vantes-tu? Tâche donc de poser la borne entre la beauté de l'amour et tout l'amour qu'inspire la beauté. Si tout cela n'est pas la jouissance de l'homme ou de la femme qu'on préfère, tout cela n'est plus rien qu'un puéril galimatia, dont tout le mérite consiste à se payer de mots vides de sens. Amélie. C'est positivement l'espèce d'amour que mon ami n'aime pas. Mais je ne puis en avoir un autre actuellement. Et je remercie, avec joie même, mon ami et son injuste famille de m'avoir rendu, à force de chagrin et d'humiliation, à ma véritable manière de voir et de sentir. Au reste, mon désordre n'a servi que de prétexte. Le motif était dans la jalousie. On ne me pardonnait pas de balancer les affections de mon ami. Et puis, les femmes détestent celles qui montrent un profil de Mingrélie et des pieds de la Chine. Beaumarchais. Ah vraiment, c'est ici que tu dis bien ce que tu penses. Car tu crois franchement que, sans ton profil et ton pied... Oui, parce que le pied, à l'époque, c'était très sexy. Hein. Quand on montrait son pied, ça voulait dire y a moyen. Car tu crois franchement que sans ton profil et ton pied, on ne t'eût jamais reproché non de m'aimer, mais de m'en faire accroire, que l'on eût tort ou non de te reprocher ce que tu nies, tant que la preuve n'est pas faite, il n'en est pas moins vrai qu'il ne s'est jamais agi d'autre chose. Tant que tu n'as pas vu tes lettres à Manuel, tu me les as niées comme des impostures. Et quand je les ai pardonnées, tu voudrais que je crusse que la jalousie de ton pied en a fait former le reproche? Non. Eusses-tu été belle comme Vénus, on te l'eût pardonné chez moi, si l'on n'avait pas cru que tu faisais de moi ta dupe. Laissons donc tous ces vains débats. Tu n'as plus avec moi l'ivresse qui fait excuser l'amour et ses plaisirs. Que ferais-tu de moi dans ton lit, dans tes bras? Tu as disséqué notre amour. Ce qui reste n'est qu'un squelette qui a perdu la vie et sa beauté. Amélie. Je ne suis dupe de rien. Tu ne fus jamais la mienne. Et l'amour que je te montrai existait dans tout mon être. Mal dirigé, il a pensé me tuer. Rendu à sa dignité, il fera le bonheur de mes vieux jours.
À demain, chère âme de la mienne, viens m'éveiller. Je t'ouvrirai mes bras avec les transports de ma profonde passion pour toi. Elle circule avec mon sang et ne finira que quand il se glacera dans mes veines. Je conçois ta position, je pleure sur elle. Mais un homme de ton caractère, qui a eu ta fortune, a toujours 1000 ressources. Courage, c'est pour Amélie vertueuse qu'il faut vivre, pour sa pauvre mère. Allons, tu es digne de t'élever à toute la hauteur du plus magnanime courage. Mon amour te récompensera de tout. Note de Beaumarchais. Je n'ai pas perdu le courage de souffrir pour moi. C'est de ne pouvoir plus faire jouir de mon aisance tout ce qui m'appartient, que j'aime. Oui, c'est cela seul qui m'afflige. Je ne suis pas moins pauvre aujourd'hui que l'autre matin. Juge-en par la pauvre monnaie dont je compose ton fiacre de ce soir. Peut-être recevrai-je quelque argent aujourd'hui, mais si je vais te voir demain, n'oublie pas tout ce que tu dois à ta vertu, à ta sagesse, à ta pudeur, à ta délicatesse. Et ne te fais pas un jeu supérieur et cruel de me faire tomber dans cet amour du second ordre, lequel avilit tant cet amour qui n'est beau que quand il est du premier ordre. Souviens-toi, pauvre ami, qu'il est bien indigne de nous que tu provoques mes faiblesses par tes charnels embrassements, par ces lascives libertés que l'ivresse seule autorise, et que tu manquerais à ce que tu dois à nous deux, si tu t'oubliais au point de me montrer tout ce que je te fais, la justice de croire que tu ne te montres plus à personne. Songe ce que je dois penser de toi, si tu compromettais la majesté de notre sentiment, en me laissant baiser tes fesses, en m'ouvrant de tes doigts mignons ce que tu m'as ouvert 100 fois lorsque tu étais encore dans la Réforme. Ou du moins, si tu montres tout, ne t'avise pas d'en rien faire, ni d'appeler indécemment les restes de virilité que ton ami est honteux de sentir quand ta main viole sa ceinture. Le dernier matin, femme auguste, tout en me parlant d'autre chose, n'as-tu donc pas déboutonné ce qu'une maîtresse bien née ne déboutonne pas sans une intention charnelle? Que me veux-tu si tu ne sens plus rien? Amélie. On donne Eugénie avec l'amant bourru. Envoie-moi des billets pour 4 dames, orchestre ou première. Je t'enverrai l'autre jour une brochure. Glisse 6 livres dedans adroitement, en m'envoyant ces billets. Ou viens toi-même ce matin, porte ouverte et demain fermée. Lis ma lettre avec une grande attention. J'en voudrais copie, en vérité. Il y a de la clarté, de la justesse dans l'explication des 2 amours. Je les ai tous pour vous, homme ingrat. Note de Beaumarchais. La voilà cette lettre, copiez-la et mes notes à mi-marge. Et puis nous en raisonnerons. Fin de cette lettre. Tout ce que je peux dire, c'est que les amoureux n'ont vraiment pas attendu Facebook pour se prendre la tête. On passe maintenant aux lettres de Madame de Beaumarchais à Amélie. Et lettres d'Amélie à Madame de Beaumarchais, donc correspondance entre la maîtresse et la femme. Ça va chauffer. Lettre de Thérèse de Beaumarchais à Madame de la Morinet. Je vous demande pardon, Madame, d'avoir gardé si longtemps votre manuscrit. Je voulais le lire avec toute l'attention qu'il mérite. Malheureusement, j'ai peu d'instants à donner à mon goût le plus cher. La lecture veut plus que de la solitude. Il faut du recueillement pour en tirer quelques fruits, des occupations routinières et fastidieuses. Et le train de la société dévore les belles heures de la vie. Vous le savez, Madame. Je connaissais votre mémoire.
Après vous avoir vu, madame, il ne pouvait que m'intéresser davantage. La chanson est très piquante. Et le thème difficile qu'on vous avait proposé me semble bien rempli. Le discours est très ingénieux et fait autant d'honneur à votre cœur qu'à votre esprit. Je ne puis que regretter infiniment, madame, que de si belles qualités ne puissent tourner à l'agrément et au profit de notre société. Ce mal, comme vous le savez, n'est pas de mon fait. Et je ne dois pas plus souffrir de l'inconséquence des autres que je n'ai dû céder lâchement aux menaces et aux outrages qui m'ont été faits et renouvelés sous toutes les formes pour obtenir de moi le consentement à une innovation délicate sur laquelle je ne pouvais être forcée. Vous n'ignorez pas, madame, que ces rapprochements sont très rares, parce que la société les a regardés comme monstrueux. Sur un exemple qu'on peut produire de la bonne harmonie de ces sortes de liaisons, 20 autres en attestent l'incohérence et le vice, par le trouble qu'elles occasionnent, par le scandale qu'elles font naître. En fait, pour vous replacer le contexte, Madame Beaumarchais écrit cette lettre à Amélie quand elle est mise au courant que Amélie va venir habiter chez eux. C'est pour ça qu'elle lui dit en gros que la situation est très délicate. Le choc des autorités, la différence des sentiments, celle des caractères, les préférences accordées à l'objet aimé, l'avantage que lui donne la certitude de l'être, donnent à l'individu qui n'est là que pour la forme des mortifications journalières. Sans cesse aux prises avec son cœur et son amour-propre, d'un côté, s'il fait l'effort pour obtenir la paix et la bonne union par de généreux sacrifices, de l'autre, il cherche à retenir son pouvoir et sa consistance, parce que c'est le seul dédommagement qui lui reste. Je ne puis que me répéter, madame, si l'arrangement actuel a des inconvénients, celui que vous proposez tous deux en a de bien majeurs. Gardez-vous d'y rien changer et souffrez que j'ai la raison qui vous manque. C'est à moi qu'il convient de vous éclairer sur les dangers de ce rapprochement. La célébrité de votre ami, le genre de persécution qu'il a eu à repousser, celui de quelques-unes de ses connaissances, la multitude des malveillants qui l'épient et le jalousent, sont autant d'entraves insurmontables qui doivent vous faire une loi de n'y jamais songer. Depuis 3 ans, cette liaison a toute la publicité qu'elle devait avoir. Vous n'en êtes pas moins estimable et moins bien vu de votre société. Notre réunion, loin de vous attirer plus de considération, la détruirait au contraire en m'inculpant et donnerait lieu à des méchancetés, à des sarcasmes qui empoisonneraient notre vie. Il ne faut pas élever autel contre autel, on est toujours puni. Il ne faut pas intervertir l'ordre que la société a établi elle-même. Ce n'est pas sans cause. Ces lois, à la vérité, ne sont pas écrites. Ce ne sont pas celles qu'on suit le moins, parce que la tranquillité publique et particulière est fondée sur ces bases. Il ne faut pas confondre les préjugés et les convenances. Les préjugés sont le lot des esprits ignorants et faibles, des âmes étroites que rien n'a pu élever à la démonstration d'une vérité, qui n'ont de crédulité que pour les contes absurdes. Rien ne peut garantir de tels esprits d'un ridicule ineffaçable. La société en fait bonne justice. Ils se font plus de mal qu'ils n'en peuvent faire aux autres. Je puis dire hardiment, sans modestie, comme sans orgueil, que je n'ai point de sots préjugés, et que ce n'est pas le préjugé qui m'empêche d'accueillir votre proposition.
Mais, madame, les convenances sont bégueules. Il n'est pas permis à tout le monde de les enfreindre. Il arrive un âge, des circonstances, qui vous forcent malgré vous à la sévérité, qui vous font attacher plus de prix au bonheur intérieur, qui vous font envisager vos devoirs avec moins d'effroi. Je suis arrivée à cette époque. Il ne faut pas que rien m'en détourne. Je ne suis ni précieuse, ni intrigante, ni méchante, ni injuste, mais j'ai une sensibilité qui va peut-être jusqu'à la susceptibilité. J'ai une franchise brutale et une fierté qui n'entend ni rime ni raison. Si ces ingrédients peuvent composer un caractère estimable, au moins il n'y a pas de quoi se vanter. Voyez ce que j'aurai à souffrir et tirez vous-même les conséquences. Soyez heureuse, madame, vous paraissez faite pour l'être. Pesez dans votre sagesse les raisons solides que j'oppose à vos désirs. Votre intérêt autant que celui de votre ami me les a dictés. Lettre suivante. Cette lettre, autographe non daté, semble avoir été écrite lorsqu'Amélie s'est installée chez les Beaumarchais au début de 1791. Donc elle s'est quand même installée chez eux. Elle était déterminée. Pas de fric, pas de maison. On va chez son amant. Il y en a qui s'embêtent pas. Madame de Beaumarchais à Madame de la Morinet. Ce que votre ami vous a dit, madame, ma sœur, vous la répétez d'une manière plus énergique. Je dois croire que vous avez goûté ces arguments, puisque vous ne vous en plaignez pas. Nous n'eussions pas risqué une semblable condition vis-à-vis de tout autre, mais tout ce qui avait précédé le sacrifice que je méditais devait me tenir dans la plus grande défiance. Aujourd'hui qu'il est consommé, je me montrerai peu généreuse si je persistais à exiger une retenue qui contrarierait perpétuellement votre goût et le vœu de votre ami. Rejetez donc de ces conversations préliminaires tout ce qui pourrait vous affliger et nuire à vos succès. Retenez-en une bonne vérité, que le temps seul peut atténuer, madame. C'est que j'ai fait un sacrifice immense, que je l'ai fait au repos, à la paix intérieure, surtout pour la satisfaction de votre ami, qui s'est acquis des droits éternels sur ma reconnaissance et sur ma volonté. Cela posé, madame, je suis la dernière à qui vous puissiez demander des conseils. C'est à vous-même à régler votre conduite sur un mode bien différent du passé, car le bon esprit est d'avoir celui des circonstances. Et votre position a furieusement changé. N'allez pas tuer les convenances après les avoir blessées dans tous les points. Autrefois, vous pouviez tout hasarder. Aujourd'hui, vous êtes comptable envers le public. Puisque vous cherchez la considération, ce qui ne s'accorde guère avec le mépris que vous faites des usages et des bienséances vulgaires, je dois croire que vous vous observerez beaucoup pour ne pas nuire à celle des autres par des imprudences ou des légèretés dont on nous ferait le tort d'être complices. Notre maison va être plus fréquentée que jamais. Songez à la fille de votre ami. N'oubliez pas, madame, que toute une société et une famille prévenue vous observeront. Il faut plus que de l'esprit pour se conduire dans un terrain si glissant. Ce n'est pas moi qu'il faut craindre. Je ne sais pas ce que des sots routiniers ont pu vous dire en vers et en prose pour vous alarmer sur mon compte. Je m'en inquiète aussi peu.
L'expérience m'a démontré que les hommes, en général, ne louaient jamais une femme qu'aux dépens d'une autre, selon l'intérêt ou le caprice qui les mène. Ce qui doit vous rassurer, madame, c'est que je ne suis pas de caractère aisé à entraîner, témoin la longue résistance que j'ai opposée à vos désirs, quand avec cela la probité et la raison tracent les devoirs. Il est difficile de s'égarer. Vous ne me trouverez pas caressante. De longtemps mon cœur ne peut se livrer, s'épanouir. Je ne puis le contraindre à un sentiment dont j'ignore encore s'il a le germe, mais je ne chercherai jamais à vous nuire. Jamais je ne serai le moteur de vos peines secrètes. Je ne puis vous promettre que des procédés honnêtes et les égards que j'exige pour moi-même. Je vous tiendrai parole. D'après cette franche déclaration à laquelle vous m'avez provoqué, madame, vous pouvez fonder votre opinion sur moi en connaissance de cause, sans me prêter plus de mérite que je n'en ai. Voilà ma hauteur. Vous pouvez hardiment retrancher quelques toises dont votre munificence m'avait gratifié. Je n'atteindrai jamais au gigantesque. Je suis d'une taille très ordinaire. Vous allez encore vous révolter de mon incrédulité. Mais, madame, je ne puis vous céler que je ne crois point à votre amitié, car j'ai la rage de vouloir une raison à tout, et je n'en vois pas l'à propos. À quel titre m'aimeriez-vous, je vous prie? Je suis plus accommodante que vous, madame. Je trouve tout simple que vous ne m'aimiez pas, comme il faut que vous trouviez juste que je ne vous aime point encore. Mais comme je ne donne pas dans les extrêmes, je ne goûte point l'alternative que vous me présentez. Car de ce que nous ne nous aimons pas, il ne s'ensuit pas du tout que nous devions nous haïr. Des intérêts différents nous rapprochent aujourd'hui. La politique doit faire les premiers frais de cette réunion. Il est possible que, par la suite, la politique soit supplantée par un sentiment plus aimable. Ne croyez pas cependant que votre présence puisse me gêner au point de me mettre mal à l'aise. Je n'ai sur cela ni désir ni répugnance. Vous êtes toujours sûr d'une honnête réception, car je me souviendrai toujours que vous êtes l'ami de votre ami. Ce qui m'inspire assez pour me tenir dans les bornes les plus rigoureuses. J'espère, madame, que vous vous tenez pour bien prier quand je vous envoie ma voiture, et quand je vous atteste que votre présence ne saurait me déplaire. Ne revenez plus de grâce sur ce chapitre, car je regarderai la récidive comme un acte de despotisme que vous voudriez exercer sur mes affections. Vous me parlez de 2 amis. Moi, je n'en compte qu'une qui ait pu mériter ce nom. 10 années d'une tendresse que j'avais certes bien méritée, n'ont pu la consacrer. Les poids de sa reconnaissance et de ridicules prétentions ont fini par aliéner son cœur et le détacher de mes intérêts. Quand à la seconde, elle ne fut que ma très légère connaissance et ne pouvait être que cela. Comme à son âge, les impressions ne laissent pas de traces bien profondes, j'espère qu'elle sera bientôt consolée de ce qu'elle appelle mon abandon. C'est un air qu'elle se donne et un ridicule qu'elle me jette, mais je ne prends pas sérieusement. Voilà en quoi nous différons essentiellement, madame. Vous croyez tout, et moi je suis prête à donner de tout. C'est le résultat de l'expérience. Je sais cependant qu'il y a des âmes pures. J'en connais encore. Je crois même aux grandes affections. C'est suivant les objets. Mais je n'exagère rien. J'ordonne à ma tête de régler mon cœur, qui est ardent, parce qu'à mon âge, il n'y a rien d'aussi insensé que de se laisser maîtriser par ses affections.
Voilà, c'est ici que j'achève cette lecture. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Bonne nuit pour ceux qui se couchent et bon courage pour ceux qui travaillent. À tout de suite. Bye bye.